Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce jour de Toussaint, c'est une émission Chrysanthème que nous propose Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour, Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Chacun de nous a ses morts, que voulez-vous, et ses blessures plus ou moins vives, et ses chagrins. Eh bien, ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre la mort du bon côté en vous présentant un ouvrage plein d'humour noir, signé de tout un collectif d'érudits à l'esprit potache. C'est un recueil, figurez-vous, des morts stupides de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a des morts plus stupides que d'autres ? À cette question, j'ai bien peur que la petite bande en question n'ait quelques raisons de répondre par l'affirmative. Puis-je vous faire remarquer, cher Franck, tout de même qu'aujourd'hui on célèbre la Toussaint et que le jour des morts, c'est seulement demain. Eh oui, rassurez-vous Julia, j'ai des fleurs et des couronnes en réserve, puisque demain nous parlerons en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach des reliques, des crânes, des os et autres abattis célèbres. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une vieille dame tuée sur le coup par la voiture du pâtissier qui apportait le gâteau de son 100e anniversaire. 3 passants tués par du mobilier jeté pour rire du 27e étage par des enfants qui s'ennuyaient. Ce genre de faits divers, j'ai relevé ça sur Internet ce matin, mais il y en a énormément. Généralement, c'est traité en bref dans les magazines et dans les journaux. Ça peut faire sourire. C'est le fond même de l'humour noir. Or, ce genre de mort stupide, on devrait dire inattendu, ou indigne, ou hautement improbable, ce genre de mort ne touche pas seulement des anonymes. Il est arrivé que des personnages de l'histoire en soient les victimes. Je me rappelle quelques fous rires d'enfance lorsque nous apprenions de la bouche d'un instituteur faussement ingénu. En fait, il faisait ça exprès pour nous faire rire. Lorsque nous apprenions que le roi Louis VI était mort d'avoir buté sur un cochon, ou que le père d'Henri IV, Antoine de Bourbon, avait été fauché par un boulet au siège de Rouen pendant qu'il était un petit peu à l'écart des combat en train de se soulager la vessie. On pense aussi au pauvre Pyrrhus d'Épire qui a été tué net par la tuile jetée par une très vieille femme, ou au malheureux Stanislas Leginski, le beau-père de Louis XV, qui est mort d'être passé trop près d'une cheminée en robe de chambre. Et oui, le feu s'était mis dans les soieries de la robe de chambre. Ce genre d'événements tragicomiques, et même pour peu qu'on sache les raconter carrément cocasses, un petit groupe d'amoureux de l'anecdote en a recueilli tout un tas. Ces gens-là ont l'humour chevillé au corps et ils nous racontent ce qui s'est passé dans un petit ouvrage plein de verve, véritable concentré d'humour noir, La tortue d'Échille et autres morts stupides de l'histoire, c'est aux éditions des Arènes. 2 d'entre eux sont des habitués de cette émission, Bruno Fuligny, le très sérieux historien de l'Assemblée nationale, il faut se méfier des gens très sérieux, surtout quand ils pratiquent l'humour à froid, et puis le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, comme dans les séries policières, vous savez, sauf que lui, il s'intéresse particulièrement aux cadavres refroidis depuis très très longtemps. Mon 3e invité est quant à lui un humoriste assumé, ancien d'harakiri et de fluide glacial, c'est Bruno Léandri que je suis heureux de recevoir dans cette émission. Une émission dont je vous prie de noter tout de suite qu'en dépit des apparences, elle sera parfaitement sérieuse. Ce que vous voulez, on ne plaisante pas avec des sujets pareils. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, quelques mesures de la danse macabre. La danse macabre de Camille Saint-Saëns sur Europe 1, puisque nous parlons des morts stupides de l'histoire, Franck, avec vous et vos invités, bien sûr.
Alors 2 des auteurs, ils sont 6 au total de ce recueil de morts stupides sont avec nous. Bonjour Bruno Fulini qui est un grand habitué de cette émission. Merci d'être là. Un jour férié en plus. Bonjour Bruno Léandri. Bonjour. Alors vous êtes réunis. Au départ c'est né comment Bruno Fulini cette idée C'est une idée saugrenue qui est née au cours d'un repas, oui, totalement potache. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de déjeuner comme cela sans aucun objet et surtout pas d'objet professionnel. Et pour le plaisir de se voir et puis d'échanger des anecdotes historiques de haute volée, comme vous l'imaginez. Et à un moment, la conversation s'est mise à rouler sur les morts stupides. Chacun y va de son anecdote. Et au bout d'un moment, l'idée jaillit et il faudrait les rassembler, il faudrait en faire un livre. Et contre toute attente, vérification faite après coup, il n'y avait pas de livres sur les morts stupides de l'histoire. Il y a énormément de livres sur les ultima verba, les dernières paroles prononcées par ceux qui s'en vont. Il y a des livres évidemment sur les grands assassinats, sur les épitaphes, tout ce qui peut exister. Sur les notre consoeur et amie Clémentine Portier-Kaltenbach s'est beaucoup penchée sur les tombeaux, les restes, les reliques, les ossements. Elle viendra d'ailleurs nous en parler demain, jour des morts. Mais on ne s'était pas penché sur les accidents, parce que c'est ça la réalité, ce sont les accidents finalement. Des accidents directs, indirects, volontaires, involontaires, c'est assez, en tout cas ce sont les morts stupides. Qu'est-ce qu'on appelle une mort stupide ? C'est ça. Il y a des morts qui sont stupides parce qu'elles sont justes, je veux dire que l'individu meurt par là où il a péché en quelque sorte. Et puis il y a des morts encore plus stupides parce qu'elles sont totalement injustes. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour nous de déterminer ce qu'était une mort stupide. Bon, nous avons fini par en trouver pas mal quand même. 120 et même en fait 175 si on compte tous les personnages qui sont évoqués par Racro. Et on sourit souvent parce qu'effectivement il y a des choses assez inattendues. Il y en a qu'on connaît mais qu'on n'avait pas. Évidemment, il y a un effet aussi d'accumulation. C'est-à-dire que lorsqu'on met bout à bout toutes ces morts un peu étranges, ça finit par devenir assez drôle. D'autant qu'il n'y a pas que le juste et l'injuste, il y en a des complètement loufoques. Ah oui, il y en a qui sont extravagantes. On y vient dans un instant. Je voulais juste citer cette phrase que vous avez placée en exergue de l'ouvrage, une phrase de Sacha Guitry, qui est très juste et qui vous dédouane un peu, disons-le. Il n'y a pas de belles morts, écrit Sacha, il y en a qui sont belles à raconter, mais celles-là, ce sont les morts des autres, évidemment. C'est le principe même de cet humour noir, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à parler de la mort ? C'est tout à fait paradoxal. Et bizarrement, c'est un livre que nous avons fait dans la bonne humeur. Parce que c'était un pied de nez à la mort, et puis c'est un pied de nez à l'histoire aussi. Je trouve qu'on ne voit plus l'histoire humaine de la même façon à partir du moment où on s'est posé la question de la mort des grands hommes. Et comment, finalement, quelque chose de totalement contingent, incident, a pu mettre fin à des destinées qui, sinon, auraient peut-être changé la face du monde. Alors justement, là, vous parlez de morts anciennes, de morts historiques. Vous, ça faisait longtemps, Bruno Léandri, que vous vous intéressiez à des morts plus récentes, mais non moins stupides, du reste. Ça faisait un moment. Oui, bien sûr, oui. Moi, j'aime bien quand quelqu'un meurt dans un contexte qui est totalement différent de la façon dont on prend la mort d'habitude, qui fait mentir d'avance tous les discours, tous les regrets, Et ce qui peut créer le caractère incongru d'une mort, c'est aussi la date à laquelle elle a lieu, voire l'heure à laquelle elle intervient. Puisque dans 10 jours, nous allons célébrer le 11 novembre. Parlez-moi de la mort d'Augustin Trébuchon. C'est terrible, c'est tragique et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de hausser les épaules. C'est un résumé, je dirais, absurde puissance 3. Augustin Trébuchon était un soldat de première classe qui était sur le front de la Meuse le 10 novembre 1918, alors que les pourparlers pour l'armistice avaient été engagés depuis plusieurs jours. Donc, à peu près sur tout le front, les rumeurs couraient vite. On savait que la guerre n'en avait plus pour longtemps, que c'était vraiment la fin des combats, et tout le monde faisait profil bas. Et un général, dont le nom reste inconnu, a décidé ce jour-là de lancer une offensive. Alors qu'il savait très bien que c'était fini, mais il a quand même décidé, pour la gloriole, je ne sais pas, ou d'autres raisons, de lancer une offensive. Et voilà Augustin et son régiment qui part à l'assaut des rives de la Meuse. Le 11 novembre, c'est pas de chance quand même. Hein. C'était le 10. Le 10, oui. Et le 10 au soir, quand même, rien que dans l'assaut, les Allemands répliquent, évidemment, parce que la guerre n'est pas finie. Et
Et il y a quand même 60 morts, rien que dans la journée. Le lendemain, les soldats passent la nuit dans la boue, dans le froid, sous les obus. Donc ceux-là, ils sont parmi les derniers morts de la Première Guerre mondiale. Ils sont parmi les derniers morts, mais parmi eux, il y a encore le recordman. C'est celui qui est encore vivant le 11 novembre au matin, quand arrive la nouvelle que ça y est, l'armistice est fini, la guerre va s'arrêter à 11h. Et donc les soldats ne bougent plus, restent là, comme dans les matchs de foot, on attend impatiemment la fin. Et à 11h moins 10, un officier donne à l'estafette, Augustin Trébuchon, l'ordre d'aller porter un message à son capitaine. Il se lève, la guerre va finir dans 10 minutes, il faut qu'il se dépêche, sinon son message il servira plus à grand chose. Mais les Allemands en face regardent leur montre, quand c'est l'heure, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et un Allemand tire, et Augustin Trébuchon est blessé dans la tête, il tombe, il est mort, il est 11h moins 5, et dans 5 minutes, le clairon va sonner. C'est complètement fou, cette histoire-là. On peut dire que c'est quand même pas de chance. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a l'impression que à peu de choses près, ça aurait pu prendre un autre tour. Il y a quelque chose, et c'est peut-être ce qui nous fait rire, c'est le caractère profondément imprévisible de tout ça. Le rire, c'est peut-être une réaction de défense en face de l'impensable. Bruno Fulini. Il y a quelque chose de burlesque dans cette danse des morts historiques. On a de grands personnages qui meurent d'une toute petite chose, ils avalent de travers, ils se dépensent un peu trop. On est dans l'absurde. On est dans l'absurde. Comme lorsqu'un ministre de la guerre se trouve tué en fonction. Ça, c'est Maurice Berthaud. Déjà, ce qui est formidable, c'est que le seul ministre de la guerre français qui soit mort en fonction est mort en temps de paix, ce qui est déjà remarquable. Et surtout, il est mort au sol d'un accident d'avion, ce qui là est pas mal non plus. En fait, Maurice Berthaud était quelqu'un de très intelligent, un ministre Radsock du début du XXe siècle. Nous sommes sous la Troisième République. Et en 1911, il comprend que l'aviation va jouer un rôle fondamental dans les guerres à venir. Et donc, il veut sensibiliser les Français à l'industrie aéronautique. Il fait tout à fait bien son métier de ministre de la guerre. Et donc, il amène le président du Conseil, un certain nombre d'officiels, à un meeting aérien qui a lieu à Issy-les-Moulineaux. C'est une course Paris-Madrid en avion qui est organisée par le Petit Parisien. Un avion décolle, cafouille, tombe, et Maurice Berthaud, ministre, est décapité par une hélice d'avion. Pour un homme qui voulait promouvoir l'aéronautique, c'est raté. Avouez que ça ne s'invente pas. Alors ça, ce sont des morts stupides. Dans un instant, nous en arrivons aux morts très stupides. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et chose promise, chose due sur Europe 1. Franck, vous revenez maintenant sur des décès particulièrement stupides. Je vous ai promis à l'instant des morts très stupides. Il faut reconnaître qu'il y en a. C'est quand même assez extravagant. Je pense alors à un général espagnol très important qui s'appelait José Sanjurjo. Alors lui c'est assez extravagant son histoire. Petite parenthèse d'admiration et de bon point pour la prononciation en espagnol, parce qu'en général c'est un nom totalement difficile à dire, pour les gosiers français. C'est vrai. Mais c'était un général très très important, puisque celui qui occupera le pouvoir en Espagne pendant 30 ans, qui est Franco, n'était qu'un général subalterne, 5 ou 6 rangs derrière lui. Quand le coup d'État commence en Espagne en 1936, Sanjurjo est un des premiers, avec le général Mola, dans la hiérarchie militaire qui est destinée à prendre le pouvoir. Et le premier, celui qui doit le prendre, c'est lui. Et il se trouve au Portugal quand le coup d'État se déclenche, et un avion donc vient le chercher pour le ramener à Madrid ou en Espagne pour occuper les fonctions qu'il doit occuper à la tête de l'armée et des troupes rebelles. Et donc le pilote est un as de l'aviation espagnole, il fait partie du coup d'État comme les autres, donc pas de souci, il atterrit à Lisbonne et trouve le général fidèle au rendez-vous, mais le général a avec lui d'énormes malles, et l'avion est un petit biplan qui est pas très costaud, et le pilote connaît son appareil et lui dit: écoutez général, c'est pas possible, on peut pas emmener ça, et déjà le général est assez corpulent, et le général, c'est trop, toutes ces grandes tenues, toutes ces médailles. Bien sûr, mais le général sursaute d'indignation et dit: comment moi qui commande les armées, qui vais bientôt commander l'Espagne, je vais prendre le pouvoir et je n'aurai pas mes uniformes d'apparat, mes médailles, mes galons, mes casquettes,
casquette. Hors de question. D'abord, on commence pas un coup d'État par discutailler. Les ordres sont les ordres. Vous embarquez les mâles et exécution. À vos ordres, mon général, le pilote met les mâles dans l'avion, l'avion décolle, mais évidemment, la pesanteur n'obéit pas aux ordres du général et l'avion s'écrase à peu près à 50 mètres de l'aérodrome. Il y a un petit côté fable aussi, c'est l'orgueil puni en l'occurrence, il y a un peu de ça peut-être. Et oui, mais en plus ça laissera la place à Franco, parce que ça en fera encore un de moins entre Franco et le pouvoir. Dans la série des morts stupidissimes, il y avait aussi le musicien du XVIIe siècle, le grand Lully, le maître des musiques de Louis XIV, qui meurt quand même dans des conditions invraisemblables, Bruno Fugger. Invraisemblable et très triste. Il est victime de son perfectionnisme, puisque une répétition se passant mal, il décide d'en prendre la direction. Répétition d'ailleurs d'un concert pour célébrer le rétablissement de la santé de Louis XIV. On est à la toute fin du XVIIe. Comme quoi la mort est vraiment narquoise. Et il possède donc cet attribut du maître de musique, qui est la canne de direction. Donc il tape le plancher avec, il s'énerve, parce que la répétition se passe mal. Il scande la mesure. Hein, c'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'on fait. Et sauf qu'à un moment, la canne s'abat non pas sur le plancher, mais sur son pied. Donc il se fait évidemment extrêmement mal, plaie ouverte. Mais il veut continuer. Peut-être, s'il s'était soigné, encore qu'à l'époque on pratiquait assez peu l'asepsie, peut-être avait-il une chance. Mais non, il reste. Et évidemment, il va mourir des suites de cette blessure idiote. Et ça, vraiment, celle-là, elle est assez gratinée en effet. Nous écoutons quelques mesures de Jean-Baptiste Lully. Un extrait sur Europe 1, vous l'avez dit Franck, du Tédéum de Jean-Baptiste Lully. Alors après Lully, une autre mort très proche, mais alors on est toujours dans le coq à l'âne évidemment, parce qu'on va passer à un tout autre personnage, c'est Jack Daniel, mais qui meurt quasiment de la même façon, lui. C'est exactement la même blessure, les mêmes conséquences, mais les circonstances sont très légèrement différentes. Et peut-être, je dirais, plus marrantes chez Jack Daniels. D'abord parce que on voit qui c'est déjà. Hein, bon. Le brasseur qui a créé le fameux whisky Jack Daniels, qui à l'époque de sa mort est connu dans le monde. C'est devenu un homme d'affaires extrêmement important, et dans sa brasserie du Tennessee, il inonde le monde de ses productions que tout le monde connaît. Sa célèbre bouteille noire. Et il a un coffre dans son bureau, et ce matin-là, il est pressé, il doit prendre de l'argent dans son coffre, et au moment de l'ouvrir, il oublie la combinaison. Il s'aperçoit qu'il a oublié la combinaison. Alors il essaye plusieurs essais, il se dit ça doit être celle-là, puis non, le coffre s'ouvre pas, et il est là, personne ne peut l'aider autour de lui. C'est quand même un des grands PDG américains. Il est pressé, il n'a pas le temps de faire venir. Il ne doit pas être habitué à ce qu'on lui résiste de cette façon. Il n'a pas le temps de faire venir un serrurier. Cette stupide machine refuse d'ouvrir la porte. Alors il explose. À la 5e tentative ou la 10e veine, il donne un énorme coup de pied on imagine les injures qu'il a dû envoyer avec, et se brise l'orteil contre le meuble. Et évidemment, à cette époque où l'asepsie n'avait pas tellement fait plus de progrès, il s'ensuit une infection généralisée et il meurt de la gangrène quelques jours plus tard. Alors aujourd'hui, on aurait pu le soigner peut-être, mais à l'époque, c'est radical. Mais j'ajoute que le coffre est toujours à sa place dans son bureau, qui est devenu un musée, et que maintenant les touristes qui visitent le bureau ont parfaitement le droit de se faire photographier en train de donner un coup de pied sur le coffre. Il y a un médecin parmi ces auteurs que je vais citer de nouveau, David Alliot, Olivier Chaumel, Frédéric Scheff, alors les deux Bruno, Fuligny et Léandri qui sont avec nous aujourd'hui, et le docteur Philippe Charlier que nous aurons au téléphone dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui, ils sont les auteurs du livre La tortue d'Esquile et autres morts stupides de l'histoire aux éditions Les Arènes. Alors parmi cette bande de joyeuderies qui a décidé de nous faire rire contre notre volonté du reste des malheurs d'autrui, il y a le docteur Philippe Charlier, bien entendu. Vous imaginez bien qu'il n'allait pas laisser sa place. Nous l'avons joint au téléphone à l'Institut médico-légal de Garches où il est de service. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour Franck. Est-ce que je peux plaisanter à mon tour et dire que vous n'étiez pas tellement dépaysé au milieu de tous ces morts? C'est pas entièrement faux, même si certains étaient un petit peu plus exotiques que d'autres.
Mais c'est surtout les morts fatales de médecins qui m'ont amusé et interloqué. Alors, par exemple, oui, justement, les médecins, venons-y. Bichat, par exemple. Bichat est amusant, cet individu qui naît, qui vit, qui meurt complètement au milieu des cadavres, qui est complètement fasciné par eux. Qui a joué un rôle très important dans l'avancée de votre discipline, du reste. De ma discipline, de l'anatomie, etc. Et c'est vraiment... Flaubert disait que la médecine moderne est née dans le tablier de Bichat, parce qu'à l'époque on se couvrait d'un tablier pour éviter de se salir et on autopsiait en costume de ville, ce qu'on fait plus maintenant. Mais le pauvre Bichat, lui, il a fini par mourir de sa passion. Plantant le tableau, on est au tout début du 19e siècle, 1802, il a acheté un immeuble particulier sur l'île Saint-Louis, il autopsie du matin au soir, il vole des cadavres dans les cimetières ou juste à côté à l'hôtel Dieu, il les dissimule à la vue de la famille, il les fait disparaître, il les découpe et il les rend dans des états plus ou moins abracadabrantesques. Et le cher Bichat, il est en train d'autopsier comme ça avec ses élèves. Puis à un certain moment, il lui prend la lubie d'ouvrir un bocal dans lequel traîne une vieille peau ou des organes qui n'ont pas été ouverts depuis au moins 3 mois. Ah, ça c'est de la curiosité mal placée. C'est de la curiosité mal placée et surtout malsaine pour le coup, puisque des émanations putrides en sortent et il est assez vite pris de malaise. Tout le monde s'enfuit, c'est la débandade. Il se retrouve presque seul avec sa tunique de Nessus. Voilà, et elle est aussi empoisonnée que celle-ci en l'occurrence. Il est pris de maux, nausées et autres, et il finit par mourir quelques semaines plus tard. Et ce sont ces 2 élèves, en l'occurrence Pinel, qui vont l'autopsier sur la propre table sur laquelle lui faisait ses autopsies. Et le verdict est assez clair, c'est une encéphalite directement liée à tous ces cadavres qu'il a autopsiés à longueur de journée. Mais ça, c'est finalement la rançon d'une curiosité qui était destinée à faire avancer la science. C'est pas si stupide que ça. Ce serait plutôt un héros mort au combat que vous nous décrivez. Même chose d'ailleurs avec Semmelweis, le célèbre obstétricien qui va mourir lui aussi de sa passion pour la médecine et pour l'avancée de la science. La stupidité, c'est dit avec des termes qui malgré tout sont câlins, si je peux dire, ou avec plein de tendresse. Voilà, avec de la tendresse ou un détachement gentil, on va dire. Cette stupidité, c'est le fait de ne pas connaître ses propres limites et de se faire emporter par sa passion jusqu'à la mort. Bichat, il dormait quand même avec les cadavres. Il dormait dans un grabat entre une jambe en cours d'ouverture et un cerveau dans du formol. Donc voilà, c'est ne pas connaître sa limite. Pareil pour Semmelweis, vous avez entièrement raison. Donc Semmelweis, c'est cet homme génial, franchement, qui, pareil au 19e siècle, mais plus tard, au moins 50 ou 60 ans plus tard, dit « Attention, méfiez-vous, vous, hommes, médecins, chirurgiens, qui sortez de salle d'autopsie, qui venez de découper des cadavres à nouveau, je suis désolé, lavez-vous les mains, prenez quelques protections d'asepsie ou d'antisepsie, c'est l'inventeur même de cette notion-là, avant de pratiquer un accouchement ou un geste chirurgical sur le vivant. Et ça ne venait pas du tout à l'idée de ces gens-là, mais évidemment c'est facile a posteriori d'avoir cette idée de germe, de miasme et surtout de nettoyage de la peau. Avec nos connaissances pasteuriennes, ça paraît élémentaire. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Mais oui, à l'époque, ça ne l'était même pas du tout. Et tout le monde se moque de lui, il n'est absolument pas pris au sérieux, il sombre plus ou moins dans la dépression, il s'exile, il fait un petit peu toutes les facultés de médecine en tant que professeur invité, parce qu'en gros, personne ne veut de lui trop longtemps. Et à la fin, il continue par faire des autopsies et il finit par attraper lui-même la maladie dont il disait à tout le monde de se méfier. Donc voilà, c'est un petit peu le serpent mordu par sa propre bouche. C'est un petit peu... Faites attention, et puis finalement, c'est lui qui se fait avoir dans cette affaire. Exactement. C'est un peu triste aussi. C'est touchant et triste. Alors il y a parmi parmi la liste de toutes ces morts stupides, il y en a qui procèdent véritablement de la malchance, à commencer d'ailleurs, disons-le, par le personnage qui a donné son nom au titre du livre, la tortue d'Eschyle. Ça c'est une histoire vraiment incroyable. Je me rappelle avoir entendu raconter ça autrefois en cours en langues anciennes, mais il faut raconter, Bruno Léandri, cette histoire de la tortue d'Eschyle. C'est assez spectaculaire. Oui, c'est ça. C'est une des morts les plus anciennes saugrenues qu'on connaisse, est aussi la plus effarante d'absurdité. Et en plus, quand on la regarde de près, elle a de fortes chances. Enfin, en tout cas, elle est possible. Alors, c'est-à-dire, on ne sait pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est possible.
Et donc c'est très simple. Échille se promène au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la campagne de Sicile. C'est un poète tragique qui a écrit beaucoup de très nombreuses pièces qui ont traversé les temps jusqu'à nos jours. Donc il se promène et il y a au-dessus de lui, il ne le voit pas, un rapace qui est un rapace particulier. On pense que on a reconstitué l'histoire. Ça pourrait être qu'un gypaète barbu. C'est un rapace qui a la particularité de prendre des os creux des animaux, des cadavres, et de les jeter de très haut pour les casser et d'en manger le contenu. Et là, il fait ce tour avec une tortue vivante qu'il a trouvée. Alors il a sa tortue, il cherche un caillou. Il cherche un caillou pour le jeter de très haut, et il voit cette pierre ronde idéale, et ce gypaète était pas myope, il savait vraiment bien viser. Il lâche la tortue, et la tortue tombe quand même de très haut, puisqu'il faut la hauteur pour qu'elle puisse se briser sur le crâne d'Échille, et Échille meurt sur le coup. Et j'ajoute, pour la vraisemblance, que le Pline l'Ancien raconte que Échille est au courant d'un augure qui lui prédisait une mort sous la chute d'une maison. Oui. Et donc il devait se tenir à distance de toutes les architectures. C'était très vraisemblable. En Sicile, où il y a l'Etna qui fait tout trembler, les maisons peuvent s'écrouler. Donc il passait les 3/4 de son temps dehors. Donc ce qui explique la facilité avec laquelle le rapace l'a trouvé. Alors, pour un médecin, Philippe Charlier, il y a des morts dont on peut penser qu'elles auraient pu être évitées. Je pense à la mort très célèbre de Charles VIII, par exemple, qui va se heurter la tête contre un linteau du château d'Amboise. Oui, ça c'est vraiment dommage pour le coup. Charles VIII, puis déjà avant lui, un carolingien, Louis III. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Louis III était en train de courir la gueuse, si je peux me permettre, dans une période... Permettez-vous, on se permet tout aujourd'hui dans cette émission, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le sujet s'y prête, il faut l'avouer. Et là, en l'occurrence, il était en train de poursuivre une jeune naïade, on va dire, et manque de chance, il se prend un linteau de porte sur le crâne et il se fait un volumineux hématome à l'intérieur du crâne, du moins le suppose-t-on, mais l'histoire est assez précise. Et c'est à peu près la même chose pour Charles VIII, qui lui, malheureusement, alors la scène est un peu plus précise, on est à Amboise, on est le 7 avril 1498, il se rend tranquillement au Jeu de Paume. Et manque de chance, le linteau de la porte est un petit peu trop bas placé. Il calcule mal son coup en marchant et il le prend vraiment de face sur le front ou sur la tempe. Et ça, on sait que c'est vraiment une localisation préférentielle pour ce qu'on appelle les hématomes extraduraux. Et le pauvre homme, le pauvre monarque, saigne abondamment à l'intérieur de son crâne. Il faut dire qu'un petit peu plus tard, la même malchance arriverait également à d'autres saints qui, chevauchant un cheval, se prendront une branche, ou à d'autres individus. On pense aussi au roi Louis VI, alors qui n'est pas dans la liste. Ça vous fera l'occasion, j'imagine qu'il y a tellement de morts stupides quand on écume l'histoire que ça pourrait faire l'objet d'un deuxième tome. Mais il y a le célèbre roi Louis VI également, au début du XIIe siècle, qui va mourir d'une chute de cheval en ayant buté sur un cochon. Lui, évidemment, on a connu des morts plus sérieuses et plus dignes. Plus nobles, oui, en effet. Plus nobles. Merci beaucoup, Philippe Charlier, de nous avoir pris en ligne. Nous vous laissons repartir à vos occupations très sérieuses. À très bientôt, au revoir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce jeudi 1er novembre, nous nous intéressons, Franck, avec vos invités aux morts stupides de l'histoire. Et depuis tout à l'heure, on se rend compte qu'il y en a. Marabout de ficelle de cheval de course à pied, on est aujourd'hui dans une sorte de cocktail de morts stupides issu de cet ouvrage La tortue d'Échille et autres morts stupides de l'histoire aux éditions des Arènes, avec deux des auteurs qui sont avec nous, Bruno Léandri et Bruno Fuligny. Alors on parlait de la mort d'Échille il y a un instant et on parlait à cette occasion de Pline l'Ancien qui raconte évidemment qui raconte cette mort. Et lui-même meurt dans des conditions épouvantables. Bruno. Oui, il fait partie de ceux qui sont morts de leur curiosité. Pline voulait voir de près l'éruption du Vésuve. Il est tout près de cette éruption. Il a un bateau à sa disposition et c'est bien le moins. Et donc il se rend sur place. Alors que tout le monde s'enfuit, que tout le monde dégage. Lui, c'était son rôle, sa mission, son but dans la vie en même temps, d'observer les phénomènes naturels, etc. Il était passionné. Il n'a pas triché. Oui. Il n'a pas triché. Il est allé aux sources.
sauf que il y avait une population entière qui partait, qui s'en allait, et lui au contraire, non seulement a voulu aller sur place, mais Bruno, je ne me trompe pas, il est même allé chez un ami, il a prétendu y déjeuner. Le village de Stabiès qui se trouvait tout à côté de Pompéi, et en allant chez cet ami, en débarquant, il croise tous les fuyards qui sont, on imagine l'ambiance, les cendres, les grondements, les flammes, et il va voir cet ami qui lui est même en train d'emballer les quelques bagages pour s'enfuir le plus rapidement possible. Mais Pline, lui, pas de problème, lui c'est un savant, il dit oh là là, il dit on se calme, on a le temps de regarder, et il invite l'ami à monter sur la terrasse pour regarder le spectacle, mais l'ami a de plus en plus peur, Pline on se calme, et il décide de passer la nuit. Là, il se fait servir à dîner, et puis il va se coucher, et pendant ce temps-là, les grondements augmentent, les cendres tombent de plus en plus grande quantité, et jusqu'à bloquer la porte de sa chambre. Alors à ce moment-là, quand même, ça devient inquiétant cette histoire. Les soldats qui étaient avec lui, il était amiral de la flotte à ce moment-là, Pline. Les soldats qui étaient avec lui, non, on va quand même pas le laisser, et le tire de sa chambre, et c'est Pline le jeune, son neveu, qui raconte, parce que les témoins ont été raconté, qu'ils prennent des coussins sur leur tête pour arriver à rejoindre le port, tellement les cendres sont devenues lourdes et finissent par blesser les gens, et les toits s'écroulent et les maisons s'écroulent autour d'eux. Et c'est en arrivant sur le port que, peut-être avait-il des insuffisances respiratoires, que Pline l'Ancien a d'un seul coup un essoufflement qui devient un étouffement, et il tombe, et il s'allonge, il meurt, et recouvert par les cendres, on va retrouver son corps intact après l'éruption. En fait, on peut dire qu'il est mort d'une extrême conscience professionnelle, un peu comme Bichat dont on parlait tout à l'heure. Il y a ce côté « je vais jusqu'au bout ». On peut penser aussi à François Lemoine, le grand peintre. Alors, il n'est pas dans votre livre, mais il est extraordinaire dans son genre, qui va peindre cet extraordinaire plafond, j'allais dire fresque, ce n'est pas une fresque, c'est carrément un plafond peint sur toile dans le salon d'Hercule du château de Versailles, et qui, après 7 ans d'un travail harassant, va au bout de sa résistance physique, et puis se donne la mort le lendemain de l'inauguration du plafond, parce que en quelque sorte il est au bout, il peut pas faire davantage. On a un autre exemple, c'est celui de Soufflot. Oui, Soufflot appartient à la catégorie des trop sensibles. Soufflot, bien sûr, c'est le grand architecte du XVIIIe siècle, et en particulier l'architecte du Panthéon. Du moins, c'est ainsi que nous le présentons aujourd'hui. Mais ni le Panthéon, ni l'église Sainte-Geneviève qui lui a préexisté, lui ne l'a vu achevé. C'est-à-dire que lorsqu'il a lancé ce chantier qui a duré plus de 20 ans, lorsqu'il a lancé ce chantier, cet architecte en vue a suscité évidemment de grandes jalousies, et on s'est répandu partout pour dire que jamais on réussirait à construire une coupole de cette taille, et que l'édifice allait s'écrouler sur les fidèles. Et Soufflot, au lieu d'ignorer ses méchancetés, ses vilainies, ses jalousies, eh bien a voulu contre-argumenter. D'abord, ça l'a blessé personnellement, et puis il s'est énormément dépensé pour essayer de prouver ce qu'il n'avait pas à prouver, ce qui était assuré par ses plans, c'est que bien sûr ça tiendrait. Et ça l'a totalement déstabilisé, ça l'a, comment dirais-je, véritablement ruiné moralement, ce qui fait qu'il est mort de chagrin, véritablement, sans voir la fin de son chantier. L'ironie de l'histoire, c'est que après sa mort, on l'a installé dans le Panthéon même, il repose au Panthéon, et il fait même partie des très rares personnalités à reposer au Panthéon sans jamais avoir été panthéonisé. Oui, voilà, c'est ça. Il y est de fait, en quelque sorte, mais il est chez lui, il est chez lui, voilà. Il est dans la maison qu'il avait lui-même construite. Ces personnalités tout à fait incroyables sont mortes, j'ai envie de dire, avec quand même une certaine logique. Ils étaient dans la logique de leur art, de leur passion, Alors il y en a, et ils sont carrément à côté de la plaque. Je pense à ce pauvre Ernest Chausson, quand même, c'est terrible, le musicien. Je vous propose d'entendre quelques mesures, et puis nous vous racontons dans quelles circonstances est mort Chausson.
extrait sur Europe 1 du concerto pour violon et piano d'Ernest Chausson. Franck. Imaginez Chausson qui vient de composer ce morceau magnifique et puis il est un peu fatigué, alors il va se promener à vélo avec sa fille. Et puis il va faire un accident de vélo, ça c'est quand même un peu... Et oui, nous sommes en 1899, le 10 juin, une belle journée. Chausson a bien travaillé, il a rempli ses partitions, donc il s'octroie un grand bol d'air. Au sommet de la gloire de la bicyclette, hein, on peut dire. Et il faut vraiment le dire au public, le sport c'est très dangereux. Et Ernest Chausson fait partie de ces personnages éminents, qui à cause d'un effort totalement inutile ont perdu la vie. Beaucoup de gens pensent prolonger leur vie par de l'exercice. Ernest Chausson fait une promenade à bicyclette avec sa fille Étiennette, et quand Étiennette se retourne, a-t-il fait une chute, s'est-il laissé aller, il est tombé, le crâne fracassé, Ernest Chausson est mort. Europe 1, au cœur de l'histoire. Film de Robert Zemeckis, La mort vous va si bien, avec notamment Meryl Streep et Bruce Willis. Et revenons maintenant, comme vous l'avez promis Franck avant la pause, sur la mort d'Ernest Chausson. Personne ne sait exactement dans quelles circonstances est mort Ernest Chausson, puisque sa fille l'a retrouvé mort. Donc on va dire qu'il s'est pris un mur à vélo. Comment est-ce qu'il a heurté une racine? Est-ce qu'il a pensé à autre chose? Est-ce qu'il était déjà en train de composer un air sublime? En tout cas, le résultat est là. Il est mort. Il y a un autre personnage beaucoup plus près de nous et que connaissent bien nos auditeurs qui est mort à vélo, mais alors en faisant du surplace cette fois, Bruno Léandri. Il n'y a pas que le sport qui est mauvais pour la santé, il y a aussi la médecine. C'est ça. Parce que les gens ne savent pas beaucoup. Oui. Et alors, dans les morts absurdes, celle-là est absurde, mais triste, mais surtout absurde dans le fait qu'elle est tellement imprévisible, elle arrive de manière tellement brutale dans une carrière qui est éblouissante. Celle de René Goscinny. Celle de René Goscinny est à des lauriers dans l'absurde. Il était au sommet de sa carrière, il avait lancé Astérix, Lucky Luke. Nous parlions de lui avec Uderzo dans ce studio il y a quelques jours. Et je suis bien placé pour lui, évidemment, pour lui donner toutes les lettres de noblesse qu'il a données à la BD et lui donner au passage tout ce que je peux lui apporter de gratitude. Et donc, moi, comme plein d'autres, j'ai été éploré de sa mort et surtout de cette incroyable imprévisibilité. Il était en pleine forme, au maximum de son travail, il n'avait aucun symptôme, rien, tout va bien. Et il va dans une clinique du 17e passer un examen de routine comme à vous, comme à Bruno, comme à n'importe qui. Et puis là, dans ces examens, il y a un examen cardiaque. On fait le test d'une banalité à crever du vélo et il fait le test. Ça va bien au début. Puis à un moment, il se plaint d'une douleur au bras et le cardiologue comprend qu'il y a une défaillance quelque part et lui demande de continuer pour essayer de voir d'où elle vient et il continue. Et là, il tombe, il se relève pas, on essaye de le ranimer, il est mort sur le coup. Alors les experts ont incriminé le cardiologue et puis après ils l'ont dédouané en disant que en fait il avait une faiblesse cardiaque qu'on n'aurait pas pu distinguer avant et il aurait pu mourir dans les escaliers en faisant ses courses n'importe quand. C'est vrai qu'on a l'impression que quand une mort a été cherchée en quelque sorte, c'est toujours un peu dur. Voilà. Il y en a qui l'ont encore mieux cherché. Alors le plus beau cas, moi j'adore cet exemple dans votre livre et qui pourtant en regorge littéralement, c'est le cas de Gossin. Ça, c'est inouï. Oui, Pierre-François Gossin, c'est un des... Prenez un air de circonstance, Bruno Fellini, vous avez raison. Pierre-François Gossin, c'est un magistrat qui est élu député aux États généraux en 1789 et qui va rester, une fois que les États généraux se sont constitués, en Assemblée nationale, qui va faire très sérieusement son travail, en particulier sur la division de la France en départements. Il est un des inventeurs du département. Et puis,
une fois son mandat terminé, il retourne dans sa Lorraine natale, où là, il va assez mal se comporter, il va se rapprocher d'une façon un peu inattendue des troupes autrichiennes. Et une fois que les troupes autrichiennes auront reculé, il aura beaucoup de mal à expliquer à la Convention nationale ce revirement tactique. Ce qui fait que, comme pas mal d'autres, il est évidemment condamné à mort. Et donc, il est dans une prison parisienne. En attendant d'être guillotiné, bien tant sûr. de personnes à l'époque. Et donc, un jour, tout le monde arrive dans la cour de la prison, on procède à l'appel des condamnés qui montent sur la charrette. Et on l'oublie. Il ne figure pas sur la liste. Donc il reste comme un abruti au milieu de la cour de la prison. Les portes s'ouvrent, la charrette part vers la guillotine, les portes restent ouvertes, donc il sort. Et voilà donc un homme qui a à peine 40 ans, qui se retrouve par un coup du sort extraordinaire, libre, c'est incroyable. Oublié, dans une ville comme Paris où il y a tout de même suffisamment de cachettes pour tenter sa chance. Eh bien Gossin suit la charrette jusqu'à la guillotine, monte à l'échafaud et donne sa tête au bourreau. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est une forme de suicide, alors là, plus qu'aristocratique pour le coup? Est-ce que c'est une résignation absolue? Moi, j'ai une autre hypothèse, c'est que Gossin, je vous l'ai dit, il était magistrat. Et donc, il y avait autorité de la chose jugée. Et à mon avis, c'est ça qui l'a emporté. C'est jugé, donc c'est pas parce que j'ai été oublié sur la liste que l'exécution ne doit pas avoir lieu. C'est extraordinaire ce cas, c'est magnifique. Là, il y est allé de lui-même. Il y en a un autre qui l'a bien cherché, qui est allé de lui-même, c'est Reichelt, le pionnier de l'aviation, si l'on peut dire. Je me rappelle un documentaire de Daniel Costel dans la série L'Histoire des ailes, c'était absolument magnifique, où on voyait justement cette scène incroyable de cet homme qui monte. Alors il monte au sommet de la Tour Eiffel. C'est au deuxième étage exactement. Deuxième étage, oui. Et c'est un, oui, on a ce privilège inouï, c'est qu'on a des images totalement intégrale de cette aventure, puisqu'il y avait les actualités Gaumont et leurs caméras qui étaient là. Qui filmaient ça. Et qui filmaient ça, et tout avait été prévu à l'avance. Et ce pauvre garçon qui était... Franz Reichelt, donc. N'oublions pas qu'il était avec ses commanditaires qui espéraient tirer quand même pas mal d'argent de l'affaire, quelle que soit son issue, était à ses côtés, mais lui était absolument persuadé qu'en sautant par-dessus la rambarde avec ses grandes ailes de chauve-souris, il allait s'envoler comme une chauve-souris. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est affublé de tout un appareil. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, il donne des interviews. On le voit dans le film qui a été tourné. On le voit parler. On ne sait pas ce qu'il dit exactement, évidemment, mais on le voit parler à des journalistes. Il est très sûr de lui. Il monte avec tout son attirail. On dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il arrive donc sur ce deuxième étage de la Tour Eiffel et là, il se jette. Et se jette. Et, il tombe comme une pierre. Comme une pierre. Et fait un cratère d'impact de 14 cm de profondeur. On a mesuré. Et il n'y a pas eu une chance, mais il suffisait de voir, ça dépassait l'entendement. Comment on pouvait imaginer que la pelote de ficelle, de cordage, de trucs qu'il avait autour pouvait un seul instant même ressembler à un parachute. On ne pouvait pas lui donner une chance. Oui. Un autre qui a encore plus mérité sa mort, si je puis dire, c'est le roi Adolphe Frédéric de Suède. Oui, c'est une histoire que connaissent bien tous les écoliers du royaume de Suède, mais pas tellement les petits Français. C'est une drôle d'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle. Adolphe Frédéric est un roi de Suède assez calamiteux au plan politique, mais humainement, c'est un personnage sympathique. D'abord, il fabrique de très jolies tabatières. C'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux. Et puis, c'est un bon convive. Il aime bien manger, et quand je dis manger, je devrais dire banqueter ou ripailler. Et c'est ainsi que le 12 février 1771, la cour de Suède déjeune, et le repas n'est pas anodin, puisqu'on commence par du caviar, du homard, du poisson fumé. Ça, c'est juste pour se mettre en train. Ça, c'est la mise en bouche. Voilà, suit la choucroute. Tout ça est copieusement arrosé de champagne, bien frappé. Et là où vraiment, je pense que beaucoup pourraient capituler, eh bien, on se lèche les babines parce que vient l'heure des desserts. Et il faut savoir qu'en cette période-là, en Suède, il y a un dessert que tout le monde apprécie, du haut en bas de la population, ce sont les semlas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de sortes de petites brioches avec de la crème fouettée, de la pâte d'amande, et figurez-vous que ça se sert trempé dans du lait. Donc c'est un concentré de calories qui peut s'expliquer par le climat, qui peut permettre d'affronter l'hiver suédois, sauf que Adolphe Frédéric en raffole, il en prend une fois, 2 fois, 3 fois, bref, il en prend
14 fois et à la fin, le trône de Suède est vacant. Et voilà. En tout cas, ce qui n'est pas vacant, c'est votre esprit à tous les 6. Bruno Fulinier, Bruno Léandri, qui étaient nos invités avec Philippe Charlier, et puis David Alliot, Olivier Chaumel et Frédéric Scheff. La Tortue d'Eschyle et autres morts stupides de l'histoire, c'est aux éditions des Arènes. Merci d'être venu égayer notre jour de Toussaint.